Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, nous allons vous parler de One Night in Miami, le premier film de Regina King en tant que réalisatrice. C'est disponible le 15 janvier sur Amazon Prime Video. Alors de quoi ça parle ? Ça raconte la réunion fictive qui s'est soi-disant déroulée un soir de février 1964 entre le jeune Cassius Clay, le futur Mohamed Ali, l'activiste Malcolm X, le chanteur Sam Cooke et la star du football américain Jim Brown. Une soirée qui a une importance toute particulière pour le boxeur champion en titre, puisqu'il s'apprête à déclarer publiquement sa vocation pour l'islam. Au casting, on retrouve Ellie Gorey, Kingsley Ben-Adir, Aldis Hodge et Leslie Odom Jr. Alors, faut-il voir One Night in Miami et pourquoi ? On vous dit ça juste après un extrait de la bande-annonce. You brothers, you could move mountains without lifting a finger. Minister Malcolm X. Good news, the chariot is coming. Who's the greatest? That's right. Jim Brown takes the ball. Your record is going to stand the test of time. All together, yeah. The entire city of Miami is celebrating. I'm the new heavyweight champion of the world, and I don't even have a scratch on my face. Oh my goodness. What's wrong, Cass? Why am I so pretty? Hey, congratulations, champ. I could get used to that. I was made in America. Alors Thibaut, on a tous les deux vu le film. Est-ce qu'on le recommande, oui ou non ? Bah oui, évidemment. On recommande ce film, pourtant c'était pas gagné. Non, c'était pas gagné. C'est-à-dire que j'ai vu le film 2 fois. La première fois au Festival de Venise, où j'avais été quand même moyennement emballé. Je reviendrai là-dessus plus tard. Mais je l'ai revu. Et clairement, le film a bien mûri en moi quand même. Parce que voilà, l'effet la seconde fois était bien plus positif. Oui, en ce qui me concerne, vous savez mon amour pour les films qui se déroulent dans une pièce, en tout cas en grande partie. Donc des films souvent très verbeux. Là, j'anticipais un petit peu négativement ce film, mais il m'a très vite pris dans son jeu. Déjà parce que ça ne commence pas dans cette chambre d'hôtel. Ça se passe d'abord un peu, on voit la vie de chacun, des moments de la vie de chacun où on voit clairement qu'ils sont tous un peu des négros aux États-Unis, donc ils ont pas un statut qui est favorable, c'est clair, ils sont pas encore hyper bien intégrés malgré leur statut. C'est quand même Mohamed Ali, c'est quand même des gens qui sont reconnus dans leur milieu. Et donc ça commence par ce côté un peu bizarre, cette espèce de célébrité non assumée. D'ailleurs, la preuve, il doit faire une soirée dans une chambre d'hôtel, alors qu'en temps normal, quand t'es champion de boxe, tu fais pas ça dans une chambre d'hôtel avec tes amis. Oui, mais c'était quand même une volonté de Malcolm X qui a là, tu commences ça. à raconter les ficelles. Voilà. Mais oui, en effet, c'est vrai que c'est un peu particulier. On se dit, mais qu'est-ce qu'ils foutent là ? Et on comprend assez vite qu'il y a anguille sous roche. Ouais, mais tu fais bien de dire que la soirée ne commence pas tout de suite. Effectivement, elle commence après une demi-heure de film. Le film dure environ 2 heures, un peu moins de 2 heures. Ouais. Mais la première demi-heure est d'abord consacrée à globalement 4 scènes où il y a chaque fois un des 4 personnages principaux du film qui va vivre quelque chose. Voilà, Malcolm X, ça concerne évidemment son activisme. Sam Cooke Jr., il a un concert qui va pas super bien se passer. Cassius Clay, il a un combat qui va pas très bien se passer. Et Jim Brown, il va rendre visite à un ancien entraîneur. Ils vont boire un jus sous le porche et à un moment, il va quand même lui dire un truc hallucinant. Quand un peu avant qu'ils se séparent, juste avant, c'est une des dernières phrases de la scène. Le gars doit aller faire un truc dans sa maison et Jim Brown lui propose son aide et puis le type lui répond ah mais non, tu sais bien qu'on laisse pas rentrer les nègres dans la maison, quoi. Exactement. Wow. Donc ça, c'est le choc. Ouais. À chaque fois, dans chaque scène d'introduction, il y a toujours un petit uppercut à un moment donné où tu te dis ouille, il y a un truc qui est pas logique ici. Mais bon, c'est l'époque malheureusement. Et on nous rappelle tout ça dans ce film-là. On commence par ça et ensuite on enchaîne sur cette fameuse soirée de réunion. Ouais. Après le combat pour devenir champion du monde que Cassius Clay va faire. Et en fait, dans cette chambre d'hôtel vont se passer plein de choses, plein de conversations différentes. Des confessions pratiquement. Et des confessions, oui, bien sûr. Il y a vraiment un peu de tout. Concernant Cassius Clay, c'est effectivement le fait que sur le conseil, ou en tout cas sous la supervision de Malcolm X, il va rejoindre les frères musulmans, les frères de l'islam, pardon. Oui.
Malcolm X, lui, il va être aussi un peu interrogé sur ses activités, et il a lui-même aussi des confessions à faire par la suite. Sam Cooke, il va se faire un petit peu attaquer parce qu'il est un peu dans un creux. Globalement, c'est un crooner, c'est un lover, il fait que des chansons d'amour un peu cucu. Et voilà, et Malcolm X lui challenge, proche de dire, enfin, voilà, tu pourrais parler de nous, tu pourrais parler de notre cause, tu pourrais parler de choses beaucoup plus profondes que ce que tu ne fais. Donc ça, il va un peu mal le prendre. Et Jim Brown, lui, il veut devenir acteur. Changement de carrière. Il propose de devenir acteur. Mais évidemment, les autres lui disent que c'est vraiment pour aller jouer le noir de service. Enfin bref, voilà. Donc il va y avoir pas mal de choses remises en question, plein de confidences, effectivement, comme tu l'as dit. Mais des confidences qui sont vraiment intéressantes parce qu'ils sont 4 et ils sont chacun des experts dans leur domaine, entre guillemets, ou des figures emblématiques. C'est fictif, bien entendu. Mais c'est ça qui rend la chose intéressante, en fait. C'est que c'est pas juste 4 personnes de couleur dans une chambre d'hôtel qui parlent de leur trajectoire. Bien sûr, ça peut tout à fait constituer un film en soi. Mais le fait qu'ici, on a 4 personnes qui sont des emblèmes d'une certaine époque, ça rajoute quelque chose. Parce que, alors, on arrive plus facilement à s'imaginer leur vie, s'imaginer leurs problèmes, s'imaginer les défis qu'ils ont. Ouais. Et ça augmente l'intérêt pour le spectateur, je trouve, d'avoir fait ça. Ah, complètement. Bah, c'est clair que des 4, je pense que c'est Jim Brown, celui qu'on connaît moins ici en Europe, parce que bon, déjà le football américain, c'est quand même pas vraiment notre culture. Si quelqu'un comprend les règles, c'est déjà ça. Sam Cooke, les gens connaîtront un peu plus, si en tout cas ils connaissent au moins une de ses chansons, qui est la chanson qu'on entend à la fin. Parce que c'est ça que je trouve sympa, c'est que toute cette nuit, au final, en tout cas c'est ce qui est fantasmé dans le film, aurait suscité en tout cas effectivement un sentiment de challenge, d'envie d'écrire quelque chose de plus profond, un hit. Envie de marquer le coup, quoi. Voilà, vraiment, c'est ça, de marquer le coup. Et voilà, le film fantasme le fait qu'il aurait réussi à écrire sa chanson la plus connue suite à cette soirée fictive. Je trouve ça assez sympa parce qu'effectivement la chanson, Sam Cooke, le nom ne disait quand même pas grand chose, mais la chanson, clairement, tu la connais, tout le monde l'a déjà entendue, et voilà, c'est ça que j'aime bien avec le film, en fait, c'est que il imagine une soirée qui n'a jamais existé. Est-ce qu'elle aurait pu exister? En vrai, j'en sais rien parce que je connais pas les caractères de chacun. Je sais même pas s'ils se connaissaient tous. Voilà. Donc dans l'absolu, c'est pas très important de savoir si ça aurait pu se passer. Mais elle donne un goût quand même assez satisfaisant, je trouve, de dire il se sont passées des choses intéressantes cette nuit-là, quoi. Ouais. Après, c'est le reproche que je faisais au film quand je l'ai vu en septembre dernier à Venise, c'est que forcément, c'est un film qui parle énormément, qui fait un peu théâtre filmé d'une certaine façon, parce que voilà, c'est un huis clos. Et forcément, t'as des passages qui sont inégaux. T'as des moments hyper intéressants où il y a vraiment des échanges verbaux super. Oui. Il y a une super scène de concert aussi qui est une espèce de qui est un flashback. Elle est géniale parce qu'il va vraiment, il y a quelque chose d'assez magique qui va se créer à ce moment-là. Et donc vraiment, il y a plein de scènes qui sont vraiment très très bien écrites, où il se passe vraiment plein de choses hyper intéressantes, où voilà, il y a de la tchatch, il y a des échanges, il se passe des choses. Et forcément, il y a des moments un peu plus calmes, voire, je vais pas dire ennuyeux, mais voilà. Donc c'est un peu inégal, mais dans l'ensemble, c'est quand même assez costaud. Exactement. Donc les 4 personnages sont aussi un peu inégaux, mais tu le disais, et c'est important aussi de le mentionner, il y a des scènes parfois au milieu de ce huis clos. On n'est pas tout le temps non plus dans cette chambre, il y a des moments où ils vont chercher un truc à boire ou des trucs comme ça. Ouais. Et donc on coupe un peu parfois ce rythme, et donc c'est aussi assez plaisant. Et as-tu une dernière chose à rajouter? Oui, on a dit que c'était tu as dit que c'était le premier film de Regina King en tant que réalisatrice. Oui, parce que pour rappel, c'est quand même une actrice de base. On l'a vu dans Jerry Maguire, notamment dans The Leftovers. Elle était dans If Beale Street Could Talk un peu plus récemment, et dans la série Watchmen. Je pense que c'est peut-être pour ça plus récemment que les gens la connaissent vraiment, parce que la série Watchmen, je pense qu'elle a bien cartonné, exactement. Et voilà, j'avais un peu de mal, notamment avec sa mise en scène que je trouvais un peu facile d'une certaine façon. Mais plus, là, en revoyant le film, je me suis dit, non, en fait, c'est pas si facile que ça. Parce que t'as vraiment plein... Enfin, même si c'est dans cette chambre,
il faut pas juste poser ta caméra dans un coin de la chambre et laisser les choses se passer. Ça doit être beaucoup plus vivant que ça. C'est pour ça qu'effectivement, tu viens de le citer. Ils sortent parfois de la chambre, ils vont sur le toit, ils vont près de la piscine, ce que c'est style motel. Et finalement, elle arrive à assez bien utiliser ces espaces sans que ce soit chiant. Donc vraiment, elle a réussi à créer quelque chose vraiment bien. Et donc voilà, comme réalisatrice, c'est vraiment du très très bon boulot. Et dernier mot sur les comédiens, par contre, parce que voilà, ils sont 4. Ils incarnent tous les 4 des personnages assez emblématiques. Et ce serait quand même un peu criminel de ne pas les citer. Et je vais commencer par Leslie Odom Jr. qui incarne Sam Cooke, qui a pas... il a joué dans pas mal de choses, mais je pense qu'il est son rôle le plus connu. C'est dans la comédie musicale Hamilton, dans laquelle il incarne Aaron Burr, qui est quand même l'autre personnage principal. Donc l'autre étant joué par Lin-Manuel Miranda. On l'a vu aussi dans Le Crime de l'Orient Express il y a 2-3 ans. Mais sinon, c'est plutôt dans des séries et dans des films un peu moins connus. Mais voilà, il a eu un Tony quand même pour son rôle dans Hamilton. C'est pas dégueulasse. Donc voilà, je pense que vraiment avec ça, Leslie Odom Jr. il va quand même pas mal monter. Tous les 4, hein. Je veux dire, ils sont tous les 4 excellents dans ce film. Donc, ouais. Aldis Hodge, je connais un peu moins, mais on l'a vu aussi un peu dans des séries. On l'a vu dans Jack Reacher 2, qui n'est pas mémorable, je suis désolé. C'est vrai. Je dis pas souvent du mal des films de Tom Cruise, mais voilà, ça arrive. Ça arrive. Comme quoi. Il a joué dans un des plus mauvais Die Hard aussi, donc vraiment il a du mal. Mais il était dans NWA, Straight Outta Compton. On se souvient tous de ce très bon film. Kingsley Ben-Adir, je vais aller vite parce que c'est vrai que sinon on va y passer des plombes. Beaucoup d'épisodes de série également. Mais on l'a vu récemment dans Noël, le film de Noël sur Disney+, dont on a avec parlé Bill Hader et Anna Kendrick, exactement. Donc allez écouter la critique. Et enfin Eli Gorey qui incarne Cassius Clay, qu'on a vu dans La couleur de la victoire, un autre film sur un grand sportif américain. Voilà. Et puis dans quelques épisodes de série, bref, 4 comédiens dont les noms ne vous disent peut-être pas grand chose là comme ça, mais avec One Night in Miami, c'est sûr qu'on entendra encore parler. Oui, en tout cas leur prestation vaut vraiment le coup d'œil. Quelle note on attribue à ce film, Thibaut? Mais toi je ne sais pas, mais moi 4. 4, hein, oui, voilà. je suis d'accord avec toi. Il y a 4 mois, je t'aurais dit 2, 3, mais là, c'est 4, fou, hein, comme avec le temps, ça peut changer. Bah ouais. Que s'est-il passé et j'hésitais à le revoir, j'aime pas toujours me dire, tiens, je vais revoir le film, parce que lui laisser une seconde chance. Il y a un moment où tu te fais ton avis, si tu dois tout revoir à chaque fois, ça va pas, quoi. Et puis là, voilà, j'avais l'impression de peut-être passer un peu à côté de quelque chose. J'étais pas complètement négatif, hein. Mais voilà, je suis très content d'avoir revu le film, parce que oui, ça vaut beaucoup la peine. Ben voilà qui conclut cet épisode consacré à One Night in Miami. Je le répète, est disponible sur Amazon Prime Video le 15 janvier. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires et si c'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très vite pour de nouvelles recommandations cinéma.